la première question est assez large, mais c'est une question que je me suis posée en tant que lectrice, c'est comment est-ce qu'on écrit un tel livre à quatre mains? Parce que il y a un gommage, et je pense volontaire, de qui a écrit quoi. Alors, comme je le disais à Jean-Philippe, je pense que ceux qui ont l'habitude de te lire ou de lire Jérôme reconnaîtront évidemment le style de chacun. Mais est-ce que c'était un parti pris de véritablement écrire à quatre mains? Il n'y avait pas de volonté de gommage de quoi que ce soit, je pense. Mais peut-être le fait d'avoir travaillé en amont beaucoup, d'avoir énormément parlé du texte, a fait qu'en définitive, on a eu une espèce de diapason comme ça dans l'écriture. Mais c'était absolument pas calculé. Donc tant mieux, moi je suis content. Si on ne peut pas vraiment reconnaître qui a écrit quoi, ça me va. Ça veut dire que le texte a vraiment été écrit à deux et que c'est pas simplement une juxtaposition un peu bête et méchante de textes comme ça, épars. Donc non. Mais ça dit quelque chose de la position d'énonciation quand même, ce nous aussi. Enfin, c'est un regard commun sur un objet d'archives, sur des photographies, sur une notion, celle de la guerre, de la violence dans l'histoire, de l'esthétisation ou pas de cette violence, on y reviendra. Mais il y a vraiment la volonté d'être dans un nous. Enfin, oui. Ouais. En fait, on s'est posé la question. C'est-à-dire que, d'ailleurs, une première mouture de certains textes était écrite à la première personne. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était quand même plus ambivalent en fait de mettre nous, notamment parce que dans certaines parties du texte, le nous englobe l'Occident de façon générale. Donc c'était une façon de ne pas nous exclure de ce regard, même si l'Occident c'est une entité plurielle. Hein, je prends d'ailleurs la peine dans le texte de le préciser. Mais c'était aussi une façon de ne pas s'exclure de la façon générale de regarder la guerre, la région du monde arabe et ainsi de suite. C'était jouer un peu de cette ambiguïté-là. Il y a quelque chose qui est assez central dans le livre, mais qui est la question du récit de propagande, on dirait du storytelling aujourd'hui aussi. Et la question que je me suis posée, c'est par rapport à la structure aussi du livre, qui est par court chapitre, presque par fragment. Enfin, on n'était pas d'accord sur le terme, mais est-ce que c'est une manière de justement ne pas tomber dans ce piège, dans cet écueil d'un récit construit de propagande, inverse à celui qui serait celui du storytelling Ça voudrait dire qu'en fait, le storytelling serait forcément quelque chose de continu et que la déconstruction du storytelling serait quelque chose de fragmentaire. Pourquoi pas, mais je pense que c'était plutôt des façons de... Je ne saurais pas dire moi-même si c'est des fragments ou des chapitres, mais c'était une façon peut-être de déplier la même question selon des points de vue ou des angles différents. Je ne suis pas sûr qu'on avait une intention, en tout cas formelle, de déconstruire un discours de propagande, simplement en se disant, en fait, on va faire des fragments, donc c'est une façon de déjà déconstruire un récit de propagande déjà établi. C'était peut-être plus spontané que ça. Ouais, mais parce que quand on lit, il y a cet effet lié aussi aux espaces blancs qui permettent de réfléchir à ce qu'on vient de lire. Il y a aussi ce double regard qu'il faut porter et sur les photographies et sur les textes. Et du coup, il n'y a pas un continuum, justement, tu employais le terme. Il y a vraiment l'espace pour soi-même réfléchir. C'est pour ça que je parlais d'un contre-récit, en fait. Oui, en ce sens-là, oui. C'est-à-dire que la temporalité, disons, voilà. La temporalité du texte qu'on a écrit est différente de celle qui est induite ou imposée par les images du reportage de Gustave Chéreau. Ouais. Et matériellement, la collaboration entre toi et Jérôme Ferrari s'est passée comment en fait? C'est-à-dire, est-ce que vous avez écrit chacun vos parties dans un coin? Ou bien est-ce que vous vous concertiez pour savoir ce que vous aviez développé? Est-ce que chacun avait regardé les textes de l'autre pour éventuellement faire des remarques, etc. En fait, ça a été surtout au début un travail pendant plusieurs... En fait, ça a duré assez longtemps. On se voyait tous les deux pour parler de l'archive elle-même, des photographies qu'on recevait nous-mêmes de façon parcellaire. C'est-à-dire, on n'a pas eu accès à toute l'archive d'un coup. Et on a eu des précisions de la part de l'historien aussi, de façon fragmentée. Donc, le temps de tout rassembler, ça a été plusieurs mois. Et au fur et à mesure, en fait, de cette opération-là, on a beaucoup discuté sur, ne serait-ce que de l'opportunité d'écrire ce texte.
C'est-à-dire que est-ce que c'est bien de publier ces images? Est-ce que c'est bien d'ajouter un texte à des images? Et si on le fait, quel genre de texte? Donc toutes ces discussions-là ont fait que finalement on a produit une pensée peut-être sans s'en rendre compte, et qu'au moment où on a pris la décision de l'écrire, on s'est peut-être réparti le travail de façon un peu spontanée. On savait à peu près ce qu'on voulait dire. Donc chacun a écrit ses textes de son côté, ensuite on se les a envoyés, et on s'est fait des remarques à droite à gauche, mais globalement, ça n'a pas, on ne s'est pas assis l'un en face de l'autre et on a écrit. Donc c'est une façon de travailler, une façon collective de travailler qui était assez inédite pour moi, qui est pourtant l'habitude de travailler collectivement avec un culte. Donc, et ça me va tout autant. Le signe que c'est réussi, c'est que vous me disiez que on ne peut pas forcément distinguer qui a écrit quoi. Donc, ça me va très bien. Justement, comment est venue l'idée d'écrire sur ces photographies? Puisque dans le livre, vous dites que le premier sentiment était un sentiment de répugnance en regardant ces photographies. Comment est-ce que vous êtes passé justement de ce sentiment de répugnance à l'idée d'écrire? Quel a été le déclencheur? En fait, l'horreur qui est à l'image, elle est répugnante, mais elle est aussi, c'est aussi un aimant. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on regardait quand même des photos. Et on était obligé d'interroger cette morbidité-là ou cette fascination-là pour ces images. Mais ça, c'est la première étape du processus. À la base, c'est l'historien Pierre Schill qui a écrit la postface du livre, qui a reconstitué l'archive. Je ne sais pas comment il est tombé sur ces photos, sur ces documents qu'il a reconstitués progressivement, et qui a en fait fait appel à Jérôme pour écrire un texte. Et Jérôme m'a appelé pour qu'on le fasse ensemble. Pourquoi? Il faudrait lui poser la question. Et évidemment, au début, moi j'ai dit oui. Mais plus je voyais les images, plus je me disais, en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'il faut juste les montrer? Et c'est une façon un peu basse de jouir d'une image d'horreur. Et en fait, précisément par la discussion, par le travail, on s'est rendu compte que le travail commence au moment où on interroge l'image. Interroger l'image, c'est déjà se soustraire à son empire. Donc, d'autant plus que c'est une image... même si elle a été produite dans un but de propagande, c'est une image qui, par sa violence, c'est pas valable pour toutes, hein, mais pour les images de pendus, qui par sa violence a plutôt pour intention en fait d'étouffer la parole. Donc c'est pour ça que c'est une espèce d'emprise. Donc se dégager de cette emprise-là, c'est déjà faire un travail d'écriture. Est-ce que ces images, justement, que tu dis, elles ont aussi pour fonction, à la fois elles ont pour fonction de diffuser un récit, de montrer des choses sous un certain angle, etc. Mais aussi, tu dis, elles ont pour fonction, finalement, d'empêcher un contre-récit, en quelque sorte, d'empêcher un discours qui dirait autre chose que ce qu'elles montrent de manière fermée et évidente. Comment est-ce qu'elles fonctionnent, d'après toi, ces images, justement, pour bloquer à ce point une parole qui dirait autre chose que ce qu'elles veulent montrer sur la population? En fait, au moment où elles ont été produites, elles ont été commandées, plus ou moins, hein, pour, en gros, rétablir la réputation de l'Italie en Libye. Pour montrer à l'Occident, dans un premier temps, que... l'Italie est capable de tenir une colonie et de réprimer les éventuels mouvements de rébellion proprement. Quoi. Donc, à l'époque où ces photos ont été reçues, c'est l'impression qu'ils voulaient donner. Maintenant, qu'il y ait des gens qui n'aient pas été dupes de ce travail de propagande, bien évidemment, il y en a eu, évidemment. Mais aujourd'hui, on ne les reçoit plus de la même manière. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un discours de propagande. Et en fait, c'est presque sa part innocente qu'on peut analyser. C'est-à-dire que sa part innocente, c'est-à-dire son inconscient. Là où le reportage de Chéreau voulait montrer l'ordre et le droit et la justice et la civilisation, nous, aujourd'hui, on peut voir précisément l'inverse. Et il a fallu quand même tout ce temps-là pour qu'on puisse le déconstruire. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'au moment où
cette opération de propagande a eu lieu, on aurait eu exactement les mêmes outils pour la contester. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été contestée à ce moment-là, parce qu'il y a eu évidemment des articles pour dénoncer la violence italienne en Libye, mais avec ces mêmes outils, pas forcément. Et alors, par rapport à l'archive, je me suis replongée dans Devenir du roman 2, dans lequel tu avais écrit un texte qui s'appelle Résistance aux matériaux, qui est justement sur cette question du document et de l'archive, de la manière dont on esquive aussi, dont on tient à distance ce travail, et en montrant les dangers de l'archive. Et c'est des dangers qu'on retrouve dans le texte publié avec Jérôme. C'est-à-dire, il y a le danger de l'exotisme, il y a le danger d'une forme de témoignage aussi qui serait assez plate ou de redondance par rapport à l'objet. Et à la fin du texte, tu dis que le document laisse présager un invisible que le récit se doit de dire en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on peut considérer ce texte Résistance aux matériaux un peu comme alors à la fois un prolégomène à tous tes livres, puisque tu parles aussi de tes romans dans ce texte-là, mais à ce livre, À fondre le cœur le plus dur. Il y avait ce même rapport à une distance à trouver et un récit invisible à dire. Exactement. C'est-à-dire que je ne l'avais pas forcément pensé comme ça, mais oui. C'est-à-dire que d'abord, il y a c'est valable pour moi, je ne suis pas certain que pour Jérôme ce soit le cas. D'abord, il y a un rejet qui est certainement aussi une fascination. Donc, le rejet n'est pas tout à fait le même dans le cadre du reportage de Chéreau que dans le cadre du matériau que j'utilise pour mes propres livres. Mais il peut être commun dans le sens où, effectivement, il y a la question de l'exotisme. Ouais. Et en fait, travailler sur ce livre était une façon pour moi de répondre au défi de l'exotisme, c'est-à-dire de le déconstruire et de montrer par quel chemin il opère, quels sont les outils, les figures qu'il prend. Et c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, en fait. Donc, c'est la partie qui m'a le plus peut-être passionné dans le travail de ce livre. De façon générale, ce qui est dit aussi en introduction du livre avec Jérôme, c'est que de la même façon que l'image est une présence qui indique une absence, l'archive contient un arrière-plan quand même qu'il appartient à la littérature, à l'écriture en tout cas, de déplier, encore une fois. On peut évidemment se contenter de faire un travail de montage sur une archive, par exemple, mais ce travail de montage, c'est déjà de l'écriture. Donc, à moins de juste photocopier un document et de l'imprimer et de le distribuer, la façon de manier l'archive, c'est déjà ça le travail d'écriture. Pour la question de l'exotisme, ça rajoute une nécessité, selon moi, pas simplement esthétique, mais politique, de déconstruire cette question, dont on n'est pas sorti. Oui, et puis l'archive, c'est aussi un point de jonction entre réel et fiction, parce que de la même manière que Chéreau invente d'une certaine manière cette guerre coloniale, on donne une certaine représentation, le texte que vous produisez, et puis le choix des images aussi, produit une autre, pas une fiction du réel, puisque de toute façon c'est un essai, mais il y a ce travail de distance par rapport au réel et par rapport à une première représentation du réel. Oui, c'est-à-dire que le simple fait de choisir parmi les 300 photos, d'en choisir quelques-unes pour le livre, c'est déjà un travail d'écriture. C'est-à-dire que c'est faire dire à l'archive quelque chose qu'elle ne dit pas forcément, ou alors au contraire qu'elle contient mais qui n'a pas encore été formalisé. Donc dans les deux sens, je suis assez d'accord avec ça. Quels ont été les critères du choix justement des photographies qui sont reproduites dans le livre? La question, ça a été surtout, est-ce qu'on met les pendules ou pas? Donc une fois qu'on a décidé de les mettre quand même, à la fin du texte, on explique pourquoi on a fait ce choix-là. Il fallait aussi dire que c'est... En fait, si on mettait que les pendules, ce serait reproduire quelque part le geste colonial lui-même, dans le sens où on va prendre uniquement la violence la plus visible, au lieu de l'inscrire dans la trame qui la prépare et la construit.
Donc, en plus des photos de pendus, on a mis des photos qui sont un peu plus anodines, ou qui correspondent en tout cas au texte qu'on est en train nous-mêmes d'écrire. Donc, le rapport entre l'archive et le réel est vraiment passionnant. Il y a un artiste libanais que j'aime beaucoup qui s'appelle Walid Rahad, que vous devez peut-être connaître, qui en fait fait une expo il y a une dizaine d'années à Beaubourg, je crois, qui travaille sur la question de l'archive de la guerre du Liban, parce qu'en fait il n'y a pas eu il n'y a pas d'institut de la mémoire, il n'y a pas d'endroit où on recueille les archives, etc. Il a eu accès à des archives familiales, privées, et en fait, il a fait des expositions dans lesquelles il va dire, par exemple, il y a eu, je sais pas, 3500 attentats à la voiture piégée pendant les 15 années de la guerre civile. Sauf qu'en fait, il n'y a aucun moyen de le vérifier. Donc il injecte de la fiction à l'intérieur même de l'archive pour montrer que l'archive elle-même est déjà une narration, et ainsi de suite. Et quelque part, j'aime bien ce rapport-là à l'archive, même s'il est problématique aussi. Oui, et dans le livre, il est aussi interrogé par rapport au journal, c'est-à-dire que le journal dans lequel publie Chéreau, enfin, dans lesquels d'ailleurs publie Chéreau, est supposé donner une information, alors qu'en fait c'est une construction, c'est quelque chose qui est donné à entendre, c'est toujours ce qui se passe aujourd'hui. Il y a d'autres guerres qui sont évoquées dans le livre, beaucoup plus contemporaines, mais j'ai l'impression que le livre est une manière aussi de distinguer le texte littéraire à la fois du reportage, du photoreportage, du journalisme, du journal intime aussi, puisqu'il y a les deux, il y a cette correspondance intime. C'est comme une prise de distance par rapport à tous ces genres pour en construire un autre, hybride, parce qu'à deux mains, enfin à quatre mains, parce que tenant de tout ça, parce que jouant sur des correspondances et des échos. Tu es d'accord avec cette idée? Oui. Oui. C'est pas vraiment une question en fait que je pose. Si. C'est-à-dire que déjà, il y a une contradiction, peut-être une différence entre ce qu'il écrit pour les journaux et ce qu'il dit à ses proches dans sa correspondance. Donc il est peut-être moins complice dans sa correspondance qu'il ne l'est dans ses... Donc évidemment, il y a des... En plus, il n'est pas dupe, c'est-à-dire que progressivement, au fur et à mesure, il voit bien qu'il y a une opération de meurtre de masse. Donc mais de façon générale, je trouve que c'est pardon, j'ai les idées un peu brouillées, mais l'outil même de la littérature permet précisément ces constructions hybrides. C'est-à-dire, on a pris forcément des libertés par rapport au genre journalistique, à l'essai scientifique, ou que sais-je, mais on a quand même écrit un texte qui donne une interprétation de cette archive qui est singulière. Elle vaut ce qu'elle vaut. On peut peut-être nous dire que c'est pas du tout ça, qu'on a tort, ou je ne suis pas certain que ce soit le cas, mais on n'a pas de prétention scientifique. C'est juste aussi que l'archive représente un sujet qui nous est commun à Jérôme et à moi-même, qui est le sujet de la guerre. Donc, comment précisément le roman peut se saisir de cette question et comment s'en saisit le journaliste ou le photoreporter de guerre. C'est pas les mêmes choses. L'historien dans la postface, d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est des approches différentes qui se valent. Bien sûr. Est-ce que c'est ce type de question que tu t'es posé par exemple pour ton livre précédent, Ma dernière création est un piège à top, où il s'agissait là aussi d'un type, Kalachnikov, c'est mon avis. Un bon gars. Un bon gars, oui, mais pas un bienfaiteur humanité. Non. Et est-ce que tu as travaillé là aussi à partir d'archives, j'imagine? Et est-ce que tu as travaillé de la même façon que pour ce livre-ci? Non, en fait, pour le coup, ce livre-là, je m'étais beaucoup moins documenté. J'avais lu son autobiographie qui est sortie au Seuil il y a peut-être 10 ou 15 ans, qui s'appelle Ma vie en rafale, et qui est consternante de bêtises politiques, vraiment, et j'ai lu 2 ou 3 rapports d'Amnesty International pour juste avoir les chiffres. Mais c'est tout. En fait, ce qui m'intéressait, c'est ce qui a déclenché l'écriture du livre, c'est que j'étais tombé par hasard sur des déclarations en fait de Kalachnikov
à propos de sa création, et j'étais tellement consterné par ce qu'il avait dit que ça m'a poussé précisément à m'intéresser à lui, à lire son autobiographie et ainsi de suite. Mais c'est pas, le livre n'a pas été écrit en dialogue, dans une relation dialectique avec une archive particulière. Au contraire, je voulais peut-être, pour me préserver précisément d'avoir un jugement sur lui, limiter le plus possible ce que je pouvais lire à son sujet. Et ça me suffisait. Le but n'était pas de faire une biographie fiction de Kalachnikov, mais plutôt de travailler la relation entre lui et sa création, qui lui échappe tout de suite. Et là, du coup, le fait de travailler sur une archive plus complexe et plus large, qu'est-ce que ça a produit comme contrainte dans l'écriture, justement qui serait nouvelle par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire, ce que tu faisais? Je pense que le geste du texte, c'est un geste d'analyse. C'est-à-dire que c'est une façon de regarder les images par l'écriture. Il y a des choses que je n'avais pas forcément vues en simplement les regardant et qui me sont apparues en les écrivant. C'est pas une coquetterie, c'est vrai. Par exemple, la première image dans le texte, c'est une reproduction d'une page du magazine L'Illustration, paru à l'époque. C'est un plan comme ça, large, de la pendaison. Et vraiment, c'est en regardant l'image et en commençant à écrire là-dessus que je voyais des détails que je n'avais pas forcément vus de prime abord. Donc, oui, c'est un travail d'analyse, de déconstruction, de lecture d'image. Donc, pas forcément romanesque, il n'y a rien de romanesque, heureusement, mais en fait, c'est peut-être le geste littéraire lui-même, c'est-à-dire de porter un regard particulier. Et aussi sur des représentations littéraires de la violence, parce que je ne sais pas si c'est un texte à toi, là, justement, mais il y a ce roman de Coetzee aussi, qui est interrogé sur et qui qui travaille sur une mise en abîme, justement, d'une représentation romanesque. C'est une manière aussi d'interroger la place de la violence dans le roman. C'est là que le roman est présent aussi. Ouais. Dans le roman, dans le cinéma, enfin... Ouais. En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait de la violence? C'est la question que pose la conclusion du livre. C'est laquelle il répond plutôt. Est-ce que le fait de traiter de la violence revient à la répliquer, en fait, à la dupliquer, à la reproduire, ou pas? La question qu'on apporte est peut-être une façon d'échapper à cette opposition-là. Et vraiment, c'est la question qu'on s'est posée, depuis le début. C'est ce qui nous a fait presque ne pas écrire le texte. Mais je pense qu'il faut qu'elle soit représentée. Enfin, il n'y a rien qui devrait C'est au cas par cas, donc je ne sais pas comment le généraliser, mais je ne sais pas s'il y a une formule précise pour que ça soit fait de façon intelligente et digne. Mais évacuer d'emblée la présence de la violence de toute discipline artistique me paraît absurde. Ensuite, c'est comment on fait. C'est surtout la question du comment, en fait. Et la réponse du texte, c'est de dire il y a des choses qui sont tellement horribles qu'elles ne devraient pas exister, mais en fait, elles existent. Donc, l'essentiel, c'est d'en rendre compte. Moi, j'aime bien cette morale-là, en fait. En fait, tiens, si le livre est littéraire, c'est peut-être parce qu'il dégage une morale. C'est-à-dire une morale par rapport à une question précise, qui est celle de la violence. Quand tu dis qu'il est essentiel de rendre compte de cette violence, pourquoi est-ce que c'est essentiel pour un écrivain? C'est une question très compliquée. Parce que c'est un point aveugle, quand même. C'est-à-dire que... C'est à la fois une puissance de transformation, c'est-à-dire que c'est même l'origine du droit, d'une certaine manière. Faire grève, c'est un acte de violence. Donc, si ensuite, après la grève, on obtient des droits salariés supplémentaires, on aura fabriqué du droit à partir de la violence. Donc, c'est pas un rejet et une indignation devant la violence. Au contraire.
contraire. Mais en même temps, elle exerce une fascination qui est vraiment un travail de morbidité. Donc, et c'est une part essentielle de la vie. Donc je ne peux pas l'évacuer. Ce que fait Foucault, par exemple, Oui. il surveiller et punir quand il reproduit les archives, justement, qui explique dans le détail comment a été exécuté tel assassin, décapité, coupé en morceaux, éventré, etc. C'est aussi une façon de montrer justement le mécanisme même, même la chair, en quelque sorte, du pouvoir. Et c'est aussi une façon de se détacher à la fois de la fascination que ça peut exercer, mais de produire aussi une analyse qui met en évidence finalement le fonctionnement du pouvoir et qui rend possible peut-être une contre-attaque, en fait, une résistance à ce même pouvoir. Donc ça serait peut-être ça aussi. Oui. Le but du livre, justement. Le texte montre précisément la façon dont on construit un pouvoir sur des populations dites indigènes. À commencer par le regard porté sur elles. Le travail de construction du pouvoir commence par le regard. Donc, avant même d'y aller, je veux dire, pour pouvoir y aller et les coloniser, c'est qu'on a déjà un discours sur eux, construit, etc. En plus, parfois avec des intentions nobles. C'est ça qui est pire. Donc, évidemment, quand je parlais de déconstruction, c'était une façon de montrer les moyens par lesquels le pouvoir s'est installé. Il s'est diffusé, en fait. Et c'est pas terminé. Je veux dire, on parle de la guerre d'Irak, c'est pour moi une reproduction presque trop similaire à ce qui s'est passé en Libye, et ça continue. D'ailleurs, je l'ai appris en travaillant sur ce texte, mais l'intervention en Libye en 2011, c'était vraiment pour fêter le centenaire de l'intervention italienne en Libye. Hein. C'est assez troublant. Donc il y a quand même une récurrence, un leitmotiv quand même qui s'est construit dans notre relation à l'autre bord de la Méditerranée, qui est une relation de pouvoir, qu'on le veuille ou non. Donc le travail qu'on a essayé de faire, c'était précisément de décrire un des canaux par lesquels circule ce pouvoir, qui est le regard, la construction de l'image, qui est, je pense, fondamentale. Mais c'est aussi une prise de pouvoir sur les populations occidentales, c'est-à-dire que c'est un discours de propagande qui nous est imposé et qui fait qu'on regarde l'Irak ou la Libye ou je ne sais quel pays à travers ce qu'on veut bien nous en dire. C'est aussi adressé, pour obtenir le consentement, il faut présenter l'ennemi, en fait. Donc, et le présenter comme un danger immédiat, imminent. L'Irak, ça a commencé quand même par le lien entre Al-Qaïda et Saddam Hussein, et ensuite c'est devenu on va installer la démocratie par les armes. Mais oui, c'est peut-être le nœud de l'affaire, c'est rendre le pouvoir visible là où il essaye de circuler de façon souveraine, en employant lui-même des images. Oui. Et le livre déconstruit les deux côtés. En fait. Oui, en fait, la violence induit presque une complaisance. Et c'est le rôle de l'écriture de l'étouffer. C'est très compliqué de décrire, par exemple, une scène de bombardement ou une attaque à main armée, sans qu'il y ait une part tout de suite épique de complaisance romanesque qui circule déjà dans la phrase. Pour une raison très simple, c'est que les premières œuvres littéraires sont des œuvres qui décrivent la bataille. Homère, c'est la guerre de Troie. Donc, le lien entre la violence ou la guerre et la littérature est posé depuis les origines du texte occidental. Donc, il faut travailler avec ça. C'est quelque chose dont on hérite et qu'il faut sans cesse interroger au moment où on écrit. C'est pour ça que dans le livre qu'on a écrit avec Jérôme, on parle du passage, de l'effondrement du régime épique au 19e, avec l'apparition de la photo, et avec Stendhal et la Chartreuse de Parme. Bergogneau en parle très bien dans son livre sur Faulkner, de cette trajectoire-là. Donc le lien entre la violence et la littérature, pour revenir à ça, et pour répondre un peu à ta question, est presque consubstantiel à la littérature.
Donc tout le rôle de l'écriture, c'est de l'interroger et de lui trouver des formes différentes ou nouvelles. We passed upon the stair. We spoke of was and when, although I was not there. I said I was his friend.